Des attaques contre le principal terminal pétrolier iranien sur l'île de Kharg pourraient changer la guerre. Avec Trump annonçant que plusieurs pays enverront des navires pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert pour parler de la lutte contre le terrorisme dans la région, nous recevons l'ancien lieutenant-commandant de la marine américaine, Tom Sauer. Commandant, merci d'être avec nous. Et pendant que nous parlons des options pour ouvrir le détroit d'Ormuz, que ce soit avec plus de puissance aérienne, avec une force terrestre des Ikewaïwi ou même avec des alliés aidant à escorter des navires à travers le détroit, lesquelles voyez-vous comme les meilleures options? Merci de m'avoir reçu, Griff. La meilleure option, c'est par la puissance navale. Je suis partial parce que je suis allé à l'Académie navale et que j'ai passé 20 ans à me consacrer à ce problème comme mes amis et mon frère. Et nous avons des groupes opérationnels qui existent depuis plus longtemps que moi, dédiés exclusivement à maintenir le détroit d'Ormuz libre. Beaucoup de ces amis à moi se préparent à intensifier les opérations en ce moment. Ils sont en alerte maintenant et très déterminés. C'est formidable que nos alliés, comme les Français, envoient le groupe d'attaque du porte-avions Charles de Gaulle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il souligne que les Américains ne veulent pas voir leurs troupes sur le sol étranger en ce moment, en Iran ou ailleurs. Avoir la grande flotte dorée de Trump sera une part énorme de cela. Évidemment, cela prendra du temps en se concentrant sur la réindustrialisation des États-Unis et notre construction navale via l'allocation de dizaines de milliards de dollars à travers le Bureau du capital stratégique sous la direction de David Lark, du sous-secrétaire Hegseth et du président Trump. Mais cela va vraiment être un problème naval. J'ai déjà traversé le détroit d'Ormuz d'innombrables fois. Et c'est un point d'étranglement assez critique pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Et c'est quelque chose sur lequel le président Trump s'est beaucoup concentré et je suis très optimiste à ce sujet sur le long terme. Ça. Et, Tom, tu as soulevé un point vraiment important, à savoir le fait d'avoir mentionné des groupes de travail qui s'occupent de la planification pour ce genre de choses depuis de nombreuses années. Je pense que tu fais référence à la Task Force 52, entre autres. Cela affaiblit vraiment les critiques envers l'administration Trump qui disait qu'il n'y avait pas de plan pour une telle situation. Explique ce que tu en penses et ce qu'une task force comme la Task Force 52 ferait maintenant. Oui, peut-être as-tu vu une de mes publications sur X hier soir disant que c'est absolument risible. Il est vrai que la Task Force 52, où mon petit frère a été officier des opérations il y a quelques années, était uniquement chargée de nettoyer le détroit. Récemment, elle a fusionné avec la force opérationnelle des destroyers, la Task Force 55, mais tu as aussi le groupe de tâches 56.1 qui est l'EOD de la marine, mon ancienne spécialité. Donc, j'ai un petit faible pour ces gars-là, qui utilisent des plongeurs, l'EOD et des véhicules sous-marins sans pilote, également dédiés au déminage du détroit. C'est donc un problème constant. C'est quelque chose que mes amis et moi lisons, discutons et planifions depuis que nous étions cadets à l'Académie navale. Je veux dire, c'est tout le concept. Ce n'est pas une idée nouvelle du genre. Que se passerait-il si l'Iran fermait le détroit? Il existe des plans opérationnels complets, ce que nous appelons des plans ou, dans le métier, qui sont essentiellement des plans de guerre, qui sont constamment élaborés, pour lesquels on s'entraîne et qui sont ajustés en permanence. Il y a un grand nombre de personnes très bien entraînées, bien équipées et entièrement dévouées, littéralement, uniquement à ce problème. Celui qui dit que nous ne nous préparons pas ne sait pas de quoi il parle ou ment. Lieutenant-commandant Tom Sauer, merci pour votre contribution aujourd'hui et pour votre service. Merci beaucoup, Griff. Pour plus de détails, appelons l'ancien secrétaire à la Défense, Mark Esper. Monsieur, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Je voudrais aborder tout de suite la dernière nouvelle. Le président a annoncé sur les réseaux sociaux que de nombreux pays, en particulier ceux touchés par la tentative de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz, enverront des navires de guerre, en partenariat avec les États-Unis d'Amérique pour sécuriser le détroit. Quelle est votre réaction, monsieur? Bonjour, je pense que c'est une excellente initiative. Plus nous internationalisons cette question, mieux c'est. De nombreux pays, en particulier en Asie, sont bien plus affectés par l'interruption de l'approvisionnement en pétrole provenant du détroit d'Ormuz que les États-Unis eux-mêmes. Deuxièmement, de nombreux autres pays sont également impactés, en plus de nous. Je crois que l'internationalisation de cette question apporte du poids diplomatique et de la légitimité à nos actions.
ce qui aide à maintenir le détroit ouvert, et troisièmement, cela augmente les capacités dans le détroit d'Ormuz. Notre marine est la plus compétente au monde, mais le nombre de destroyers dans le détroit reste limité. En même temps, d'ajouter des escortes d'autres pays aiderait beaucoup à l'avenir, donc je pense que c'est une excellente initiative. Quand on ajoute cela à ce qui vient de se passer cette nuit sur l'île de Karg, qui est l'endroit où l'Iran traite la majeure partie de son pétrole brut, c'est un coup dur et une grande victoire pour Zemunewa. Quand on ajoute cela à ce qui vient de se passer là-bas, nous faisons de grands progrès avec l'Iran. Tu as déjà dit que l'Iran est plus résistant. Je trouve cela très intéressant. Ces choses-là modifient maintenant ton calcul à ce sujet. Eh bien, ce titre, pour ainsi dire, était un peu trompeur. Écoute. Au bout du compte, la guerre est une lutte de volonté entre deux pays. Et en ce moment, il me semble que les Iraniens sont devenus plus audacieux, n'est-ce pas? Maintenant qu'ils ont surmonté nos pires attaques et frappes, ils ont réussi leur transition. Une légère fragmentation semble exister au sein du gouvernement et des institutions. Et maintenant, ils posent des exigences concernant le monde d'après-conflit, parlent de réparation et du retrait de Sia Shahami, la dôme de la région. Le prix du pétrole gagne en importance à l'approche des élections de novembre. Nous savons que les démocraties sont plus sensibles à l'opinion publique que les autocraties, et celle-ci est une autocratie brutale. Ma préoccupation a toujours été que, dans un affrontement de volonté, surtout dans une situation où la majorité du peuple américain ne soutient pas encore cela, ils puissent résister plus longtemps pour atteindre leurs objectifs de guerre. Et le fait est que, s'ils perdent, leur régime pourrait très bien s'effondrer. Je pense qu'à cause de ces dynamiques maintenant, c'est le cas. Cette action sur l'île de Karga envoie un signal clair que nous sommes prêts à attaquer directement l'île. Deuxièmement, cela peut servir à affaiblir la cible pour la prendre avec des forces terrestres. C'est justement ce que j'allais te demander. Il paraît que le gouvernement Trump envisage d'envoyer des troupes terrestres, au moins un petit contingent de personnes, pour entrer et sécuriser ces sites nucléaires que nous n'avons peut-être pas réussi à atteindre simplement en larguant des bombes. Qu'en penses-tu? Tu trouves ça malin d'envoyer des forces spéciales? Eh bien, cela dépend de l'objectif visé et du résultat final. Je pense que ce serait moins complexe et risqué que de voler à l'intérieur de l'Iran pour saisir du matériel nucléaire ou protéger des sites comme Ispahan ou Fordow. Tu sais, n'est-ce pas, l'île de Karg se trouve au nord du détroit, donc elle est assez éloignée du coude même du détroit d'Ormuz. Mais cela dit, elle n'est qu'à 100-120 miles du Koweït, de Bahreïn, des endroits comme ça, facilement accessibles en hélicoptère. Tu pourrais la prendre, l'occuper et ainsi contrôler le flux par lequel l'économie iranienne prospère grâce à la distribution de pétrole. Cela les coincerait vraiment, nuisant à leur économie et à leur capacité de soutenir leurs efforts de guerre. Donc, ça pourrait très bien être un bon coup. Ce ne sera pas sans risque ni danger, mais c'est certainement faisable. Et bien sûr, bien plus que de déployer des troupes au cœur de l'Iran. Si j'ai raison, c'est ça. Je crois que vous avez suggéré que les saveurs. À un moment donné, il faut commencer à relancer le dialogue avec l'Iran, car c'est potentiellement la voie pour mettre fin à ce conflit. Voici l'ambassadeur d'Iran à l'ONU, qui explique pourquoi ils ont continué à enrichir leur uranium. La décision de l'Iran d'augmenter le niveau d'enrichissement a été prise uniquement en réponse à la violation des engagements par les États-Unis et les pays européens. Je pense que la question a toujours concerné l'Iran. Secrétaire Esper, comment pouvons-nous leur faire confiance? Comment pouvons-nous faire confiance? Tout accord conclu avec eux sera respecté et ils arrêteront l'enrichissement illicite. Non, nous ne leur avons jamais fait confiance, vous savez. C'est pourquoi j'ai soutenu la décision du président Trump de se retirer du JCPOA en 2018 ou 2017. Voyez-vous, je soutiens un changement de régime, mais actuellement, il ne semble pas que le peuple iranien soit prêt à se révolter et renverser le régime. Bien sûr, c'est très difficile à faire de l'extérieur, il faudrait déployer de nombreuses troupes sur place. À mon avis, le Pentagone progresse considérablement sur les principaux objectifs: détruire les capacités et les biens liés aux drones et aux missiles balistiques, la marine et le programme nucléaire. Je disais que des négociations seraient une victoire pour Trump. Si, à la fin, en plus des objectifs militaires, nous obligeons l'Iran à permettre le retour des inspecteurs avec un accès illimité et des caméras rallumées. Et si nous exigeons la remise des 900 livres d'uranium enrichi, que nous pensons suffisantes pour fabriquer entre 10 et 12 bombes atomiques, cela serait remis. Quelque chose.
C'est une victoire parce que nous avons commencé tout cela il y a 14 jours, car Jared Kushner et Steve Witkoff ont dit qu'ils ne prenaient pas les négociations au sérieux. Vous voyez, on ne peut pas faire confiance aux Iraniens, il est temps que ce régime terroriste de 47 ans prenne fin. Mais si nous ne pouvons pas y arriver maintenant, nous devons nous assurer, grâce à des inspecteurs sur le terrain, qu'ils ne sont pas en train de reconstruire leurs capacités et leurs ambitions nucléaires. Il se passe beaucoup de choses ce samedi matin, beaucoup d'actualités de dernière minute. Secrétaire Esper, merci de vous joindre à nous et pour votre point de vue. C'est un plaisir de vous avoir ici.